Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président du Conseil économique et social était en visite au COSLEPI. Augustin Tabegbian est allé s'assurer du bon déroulement des travaux d'actualisation du fichier électoral. Les détails dans ce journal. La filière carité au Bénin est désormais plus organisée. Une interprofession qui réunit les acteurs de cette filière a vu le jour. Le bureau exécutif a été officiellement installé. Au Niger, des milliers de personnes se retrouvent sans domicile suite à des inondations qui ont causé des morts et d'importants dégâts matériels. D'un autre côté, les États-Unis annulent les visas de plus de 1000 étudiants et chercheurs chinois soupçonnés d'espionnage. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. Dans une dynamique de renforcement des relations entre institutions, le président du Conseil économique et social a rendu visite aux membres du COSLEPI. Augustin Tabegbian a aussi voulu se rassurer du bon déroulement des travaux d'actualisation. Il semble satisfait de sa visite. Marcel Arossi pour le point. Une élection présidentielle dans la paix et la transparence, c'est son plus grand souhait qu'il fait savoir ce matin. Augustin Tabegbian, président du Conseil économique et social et facilitateur désigné dans le cadre de l'actualisation de la liste électorale en République du Bénin, est au contact du nouveau conseil mis en place. Ce n'est pas ma première expérience. Ça, je ne peux que féliciter le gouvernement. À 7 mois de l'élection, il vient s'enquérir des dispositions prises pour une actualisation sans faille de la liste électorale. De toute évidence, les élections présidentielles constituent des périodes très sensibles dans tous les pays du monde, en raison de la nature même des enjeux du moment. Comme à l'accoutumée, je vous convie à des échanges réguliers sur chaque situation, ce qui permettra, bien sûr, d'aller de l'avant. D'ores et déjà, je voudrais vous réitérer tout mon soutien et vous dire que je reste franchement et sincèrement solidaire de vos actions. La visite intervient au moment où les travaux préparatoires ont déjà pris fin par ici. L'hôte, qui a pour rôle essentiel de préserver les acquis économiques et sociaux, facteur indispensable de la paix, s'en est rendu compte à son passage, avant même d'être rassuré. Sur le terrain, vous aurez le temps de constater que, au niveau de COSLEPI, nous allons rouler à la vitesse supérieure. Nous tenons à remercier aussi le gouvernement pour toutes les dispositions prises pour que sa partition soit jouée sans réserve. Nous vous rassurons que le gouvernement a été résolu à mettre à notre disposition les moyens nécessaires pour conduire à bien cette actualisation. Et comme le président du Conseil économique et social a été toujours la cheville ouvrière de la concertation, de la facilitation, nous vous annonçons, Monsieur le Président, que comme par le passé, nous aurons ce cadre de facilitation que vous aurez l'ainsi honneur de présider pour nous aider à faciliter vraiment le travail avec tous les acteurs politiques, les hommes de la société civile
les médias. 17 septembre 2020, le contenu des opérations d'actualisation sera partagé. C'est aussi la date du lancement officiel des activités de l'actuel Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. 7 conseillers pour l'Union progressiste sur les 15 que compte la commune d'Atiémé à l'issue des communales 2020. Cette performance a fait l'objet d'une évaluation au cours d'une séance organisée par la coordination communale de l'UP dans la localité. Des membres du bureau politique du parti ont pris part aux échanges. Le compte rendu de Olviga Messan et de Vitis Arouré. Dans la commune d'Atiémé, l'évaluation de la participation de l'Union progressiste au communal 2020 s'ouvre par ce qu'il convient d'appeler le bilan moral. Ce qu'il est important de retenir aussi, c'est que les militants de l'Union progressiste dans la commune d'Atiémé se sont montrés disciplinés, courtois, n'ont pas répondu à la violence par la violence. Tout ce que nous avons pu faire, c'est exhorter nos camarades, nos militants, nos électeurs à sortir massivement et à aller voter dans le calme. 1 million de francs CFA, c'est le budget de campagne élaboré par l'Union progressiste dans la commune d'Atiémé. À l'issue de ce scrutin, l'Union progressiste s'en sort avec 7 conseillers contre 8 pour le bloc républicain sur 15. Le parti du Baobab n'a donc pas le contrôle de la mairie d'Atiémé. Mauvais positionnement de certains candidats, la non prise en compte des propositions de la base et une guerre de leadership entre les dirigeants communaux du parti sont quelques problèmes évoqués par les militants. Nous sommes issus de familles différentes avant de se retrouver à l'Union progressiste. Aujourd'hui, avec le temps, nous allons mieux nous connaître et ça va faire qu'il y aura de l'harmonie. Donc, il n'y aura plus de contre campagne contre X ou contre Y. Il n'y aura plus du fait qu'on a dit je suis mal positionné. C'est tout ça là qui a fait qu'on a eu 7 contre 8. Le parti a envoyé un message de félicitations. Un message de félicitations et d'encouragement. Un message d'exhortation. Parce que nous avons relevé, nous avons noté lors des élections dernières que les militants, de façon générale, et surtout les militants de la commune d'Atiémé ont fait preuve de discipline. Ils ont fait preuve de détermination et ont mené une campagne civilisée. Les responsables du bureau politique de l'Union progressiste exhortent les militants à plus d'engagement pour des succès dans l'avenir. Tournée d'évaluation des élections municipales et communales 2020 à Niki et à Kalalé, des responsables du parti Union progressiste ont rencontré leurs militants à la base. Une occasion pour eux de peaufiner de nouvelles stratégies pour les élections à venir. Théodore Gondjeko, Aziz Alagui. Ce sont des militants engagés venus à la rencontre des têtes de proue du parti Union progressiste. Ceux-ci parcourent pour 2 jours la 7e circonscription électorale. À Niki, Kalalé, Bembereke et Sinandé, les objectifs restent les mêmes. Faire le bilan des municipales et communales passées, renforcer l'enracinement du parti et faire des perspectives. De tous les partis en lice, l'UP s'est une fois de plus illustré comme le premier parti. D'où la nécessité pour nous de revenir sur ce passé-là avec positivité, d'essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, d'aplanir les difficultés pour pouvoir aller de l'avant. Globalement, nous pouvons être fiers de nos résultats. Le président du parti, Amoussou Bruno, les membres du Conseil exécutif national, les membres du bureau politique national nous ont envoyés vers vous aujourd'hui pour vous dire sincèrement merci. Nous souhaitons que des débats francs soient menés, que de très bonnes résolutions soient prises pour que le parti Union progressiste demeure le meilleur parti politique au Bénin. À Niki, l'Union progressiste s'en sort avec 8 des 29 sièges du Conseil, le poste de premier adjoint au maire, 3 chefs d'arrondissement et la commission des affaires sociales. À Kalalé, le tableau est encore plus reluisant. L'UP s'offre la majorité absolue et prend l'entièreté de l'exécutif communal et des autres instances de décision. Nous avons vécu le 17 mai passé un grand moment de démocratie dans notre pays, le Bénin. Comme vous le saviez,
c'est désormais notre parti Union progressiste qui a pris la destinée de la commune de Kalalé. C'est également le lieu de remercier du fond du cœur les responsables de notre formation politique, l'Union progressiste. La détermination de l'Union progressiste a porté ses fruits. Aujourd'hui, chaque Béninois peut être fier du bureau exécutif national de l'Union progressiste, incarnation effective et concrète de la séparation des pouvoirs. Les difficultés liées à la confection des listes, les goulots d'étranglement lors de la campagne électorale, la problématique des instances de décision et les perspectives sont les autres points âprement discutés. Nous sommes soucieux de l'avenir de l'Union progressiste à Niki et que les participants ont fait table rase du passé et vraiment il y a eu terrain d'entente. L'Union progressiste a de l'avenir à Niki. En tant que mère de famille, je pense qu'elle a trouvé les mots justes pour éviter qu'on rentre dans trop de polémiques. Et la priorité pour Kalalé aujourd'hui, c'est notre voix. La voix Niki Kalalé. Segbana est une préoccupation pour tous les fils de Kalalé. La vague de députés, maires, élus UP et les autres membres ont mis le cap sur Sinandé et Bembereke pour le même exercice. À Parakou, l'Union progressiste célèbre ses artistes musiciens pour la diffusion des valeurs et idéaux du parti au cours des communales et municipales dernières. Michael Nouati et Dorcas Tito, compte rendu. Une dizaine d'artistes musiciens de la cité des Koubourou, membres du parti Union progressiste, chantent de leur plus belle voix. Ils manifestent une fois de plus leur soutien et appartenance au parti du Baobab. Leur appui lors des dernières campagnes électorales est la preuve de leur dévouement. Ils sont donc à l'honneur. Qu'il me soit permis d'associer ma voix à toutes celles qui ont célébré la contribution de nos artistes qui nous ont accompagnés de manière très remarquable. Je leur en suis très reconnaissant et je leur dis merci. Une reconnaissance à l'endroit de ces artistes musiciens qui sont toujours prêts à mouiller le maillot. Nos artistes, durant cette campagne électorale de 2020, nous ont donné la preuve de leur militantisme, car ils ont pris des risques. Ce n'est déjà pas facile d'être artiste musicien et de chanter sur un certain nombre de thématiques. Un artiste qui prend position vit dangereusement. Malgré ce danger, les artistes musiciens de Parakou se sont rendus visibles. Ils ont mis de leur génie, de leur créativité pour nous produire des chansons qui nous ont accompagnés durant cette campagne singulière. Une campagne qui a été fondamentalement médiatique. On ne peut pas rester indifférent face à ce genre de dévouement. On ne peut pas rester indifférent face à ce genre d'engagement. Ces artistes musiciens sont donc célébrés, mais aussi encouragés à soutenir davantage les actions du parti. Autre volet de l'actualité à présent, la deuxième cohorte des candidats au programme spécial pour l'insertion des jeunes dans l'emploi a bénéficié hier d'une séance de renforcement de capacité. La formation a porté sur le respect de l'éthique et de la déontologie en entreprise. Stanislas Linkmo et Louis Kodogbo pour les détails. Ils s'agarissent au fonctionnement des entreprises pour mieux y faire valoir leurs compétences. Ces candidats de la deuxième cohorte du programme spécial pour l'insertion des jeunes dans l'emploi. En face d'eux ici, Alfred Biaou, spécialiste des questions de ressources humaines. Il partage avec eux ses expériences en entreprise et donne des détails sur les 10 comportements clés attendus d'un candidat à l'emploi. À connaître également, leur dit-il, l'éthique et la déontologie de la structure d'accueil. Et de rajouter comme réflexe à aiguiser la recherche et l'appropriation de la culture de l'entreprise, des choses à ne pas négliger. Donc la culture d'entreprise nous fixe sur ici, voilà ce que nous,
on veut et quel type d'attitude on veut que les gens aient. Chez nous, à Talent Plus, nos valeurs s'appellent joie. Mais derrière cette joie-là, il y a la jeunesse d'esprit. Le O, c'est l'obligation de résultat. Ce n'est pas l'obligation de moyens. Ah, j'ai quand même essayé. Hein. Chez nous, on n'essaye pas. Tu dois réussir. I, c'est innovation. Et le dernier, c'est l'éthique. Donc, il y a les valeurs. Ça permet de créer le sentiment d'appartenance. Sur des notions incomprises, les candidats interviennent, exposent leurs inquiétudes et l'expert répond à leurs préoccupations. Dans la salle, l'impact de la sensibilisation se lit sur le visage de l'assistance qui, bien intéressée, prend note. C'est une très belle initiative. Si on part dans une entreprise, ça ne serait plus quelque chose de nouveau pour nous. On saura comment se comporter dans l'entreprise. Aujourd'hui, cette séance m'a permis tout simplement d'approfondir plus les réalités, que ce soit à l'interne ou que ce soit en termes personnels. Via des canaux digitaux, les autres candidats participent aussi à cette séance. Idem pour les recruteurs qui suivent tout de près, bien qu'étant éloignés en raison de l'observance des règles préventives du coronavirus. Vous avez 50 participants témoins qui sont en salle ici, mais vous avez près de 600 autres qui sont en ligne et qui suivent actuellement ce qui se passe. Certains chefs d'entreprise aussi sont en ligne. Mesure Covid oblige. Cette phase de sensibilisation des candidats au programme spécial pour l'insertion des jeunes dans l'emploi dure 4 heures d'horloge. Sa coordination fait appel chaque fois à un expert qui entretient les présélectionnés selon le domaine identifié. Une nouvelle plateforme dénommée Je t'écoute existe désormais. C'est un dispositif destiné aux usagers des hôpitaux de Ménotin et de Surulere pour recueillir leurs plaintes ou leurs satisfecits en ce qui concerne les soins qui leur sont offerts. La plateforme Je t'écoute a été lancée hier à Cotonou. Christelle Tongodo, Simon Vignon. Je t'écoute. Un projet novateur en phase expérimentale mis à la disposition de la population pour remonter son niveau de satisfaction en matière de services de santé dans les hôpitaux de zone de Ménotin et de Surulere. Cet outil technologique consiste en un numéro vert destiné à recueillir non seulement les préoccupations des usagers, mais également à évaluer l'acceptabilité de cet instrument moderne de collecte d'informations. Il s'agit de répondre en toute confidentialité à un questionnaire à choix multiples. J'applaudis simplement cette initiative qui nous permet de mieux nous mirer dans nos interventions quotidiennes. J'applaudis ce fait, ce trait d'union que cette initiative vient renforcer entre la communauté et nous, qui ne sommes que prestataires à leur service. J'applaudis encore plus le caractère novateur de cette initiative, qui, ma foi, reste un grand défi pour cette équipe. La phase pilote du projet va durer 6 mois. 6 mois au bout desquels le dispositif sera étendu à d'autres formations sanitaires. Cet outil vise aussi à terme à renforcer l'utilisation de nos structures de santé. Ceux qui viennent déjà chez nous, c'est déjà important. Mais il y a toujours et surtout ceux-là qui ne viennent pas. Aidez-nous à faire de ce projet un succès et à faire de ce programme un succès. Si c'est un succès, les ressources viendront. Je voudrais revenir et insister en me tournant vers les responsables de nos 2 hôpitaux sur l'aspect de la dissémination des résultats de cette enquête qui permettra d'orienter des actions sur la base du réel, du vécu et du ressenti des populations. Le projet Je t'écoute est une initiative du ministère de la Santé appuyée conjointement par le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie et le programme PASSRIS. Aujourd'hui, nous lançons le fruit de plusieurs réflexions et assemblages technologiques qui n'est qu'une composante du vaste chantier sur lequel le projet Je t'écoute est. Avec le projet Je t'écoute, bientôt la fin des déconvenues observées dans les centres de santé.
Le Conseil des ministres, en sa séance du 25 octobre 2017, avait instruit les ministères en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'agriculture d'élaborer une politique de développement de la filière karité au Bénin, ce qui n'est possible que grâce à une organisation structurée de la filière. Conscients de ce fait, les acteurs de cette filière ont pris depuis lors l'engagement de se fédérer. L'interprofession Karité Bénin est enfin née et le bureau exécutif élu a été installé. Lénaïk Agbazaou pour les détails. Sur recommandation du gouvernement, les acteurs de la filière karité se retrouvent désormais au sein d'un même creuset, l'interprofession Karité Bénin. Producteurs, transformateurs et commerçants fédèrent donc leurs énergies pour le rayonnement de la filière. C'est l'aboutissement d'un long processus. L'exécutif, fortement représenté, procède ici à l'installation officielle du premier bureau exécutif de l'interprofession. Je veux féliciter au nom du gouvernement du Bénin tous les acteurs de la filière pour l'acte historique que vous posez ce matin. Vous avez fait le juste choix de mobiliser tous les acteurs de la filière karité en un seul creuset pour une plus grande synergie d'action. Vous avez également les chaleureuses félicitations du président de la République, le président Patrice Talon, qui par ailleurs, vous le savez, est un ardent défenseur de l'interprofession dans les filières du Bénin, les filières agricoles de notre pays. Pour le ministre en charge de l'agriculture, c'est un nouveau jour qui se lève sur la filière karité au Bénin, avec de nombreux défis à relever, en arrimage avec le programme d'action du gouvernement. L'événement qui nous réunit ce jour est l'aboutissement de nos efforts communs pour asseoir une organisation interprofessionnelle dynamique au sein de la filière karité au Bénin. Il marque l'amorce du dernier virage pour la matérialisation de la contribution des acteurs de la filière karité à la concrétisation de la vision de développement portée par le PAG. L'interprofession naissante est consciente de l'immensité de la tâche qui lui incombe et invite à une véritable synergie d'action pour des résultats élogieux. Au regard des nombreux défis qui nous attendent, je sais que ce ne sera pas une tâche aisée, mais avec votre soutien et le travail de chacun de nous, je suis convaincu que nous relèverons un à un avec succès chacun de ces défis. Rappelons-nous la citation du célèbre auteur Henry Ford. Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. L'interprofession Karité Bénin bénéficie de l'accompagnement du PARACEP, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Je suis très content d'être témoin aujourd'hui de l'aboutissement du processus de structuration de la filière par la création de l'interprofession Karité. L'effet de rassembler et intégrer tous les acteurs de la filière, dès la production à la transformation et à la commercialisation, apporte plus de maturité et offre la possibilité de travailler d'une manière renforcée et plus cohérente sur les différents maillons de la chaîne. L'interprofession ainsi installée va œuvrer pour une filière karité plus forte et plus compétitive, pouvant mieux contribuer au développement économique du Bénin. Les populations d'un des arrondissements de Glazoué étaient le week-end écoulé en assemblée générale constitutive. L'objectif est de faire connaître cette association qui a pour mission de contribuer au développement. Nestor Sela, Michel Egbe. Les populations d'Assanté dans la commune de Glazoué décident à travers ce congrès de prendre leur destin en main pour relever les défis du développement de leur localité. Nous avons voulu nous mettre ensemble et créer cette association qu'on appelle Renoussungbenokpo afin de pouvoir véritablement amorcer le développement de notre village. C'est pourquoi nous avons créé l'association. Moi, j'invite toute la population du village d'Assanté à se lever afin que l'objectif fixé par la dite association soit une réalité. Sinon, les années passées, nous les avions perdues, mais nous voulons nous rattraper à travers la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures socio-communautaires et également inviter la population à véritablement lutter contre la désertification
parce que nous sommes constatés que depuis quelques années, nos forêts sont en train d'être dégradées, la production ne donne plus, le rendement ne donne plus, les paysans ne sont plus véritablement formés. Il y a également le problème d'éducation. Il ne reste qu'à vous féliciter, vous qui avez œuvré de près ou de loin pour son effectivité. Longue vie à l'association de développement Wenoussou Benokpo. Il convient logiquement donc de repenser notre existence en tant que communauté et nous unir pour relever le défi de notre émergence. À ce titre, Assanté donne aujourd'hui l'exemple que les autres villages doivent suivre afin que toutes les forces soient fédérées au niveau de l'arrondissement. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à notre président de la République, afin que la voie quittant Glazoué pour Aklankpa, en passant par Assanté, que cette voie-là soit goudronnée ou bien soit véritablement aménagée. Les têtes couronnées sont aussi dans la même dynamique. Et pour y parvenir, il faut la contribution de toutes les forces vives d'Assanté. Aujourd'hui, Assanté est en train de faire le pas. Je voudrais inviter les autres villages, Ouin Segbea, Banlin Rancé et Banlin Fifadji, à emboîter le pas à Assanté afin que nous puissions organiser dans les prochains jours les congrès de renouvellement ou de redynamisation de toutes ces associations de développement. Je voudrais aussi inviter les futurs responsables de notre association de développement à se départir de toute tendance politique et à avoir comme seul et unique objectif le développement sans parti pris. Assanté prend ainsi un nouveau départ pour le développement réel de leur localité. Aujourd'hui, 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide. Une journée de sensibilisation et d'action pour prévenir les suicides. Une occasion pour la rédaction de s'intéresser aux causes psychiques et aux signes d'alerte du suicide. Le reportage est signé Génial Afouda-Mossi Avocat et Ernest Tetegou. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Se mettre une balle dans la tête, s'automutiler ou se tordre le cou par pendaison, les cas de suicide défrayent la chronique. Signe de faiblesse pour certains ou de désespoir pour d'autres, l'acte résulte souvent d'une déception amoureuse, de la précarité ou d'un rejet au sein de la société. Il s'agit notamment des individus qui ont certaines perturbations d'ordre psychologique, des personnes qui sont dans un état de dépression, des personnes soumises à une forte détresse psychologique, des individus qui n'arrivent pas à faire face au vécu, à la réalité du vécu, des personnes également qui sont en proie à des problèmes d'ordre psycho-affectif et j'en passe. Il y a aussi certaines couches qui sont vulnérables à cela. Quand je prends par exemple les adolescents, les jeunes adultes, il s'agit des jeunes qui sont dans la tranche de 20 à 24 ans et les personnes un peu plus âgées, de 70 à 80 ans, les personnes aussi qui ont comme habitude de consommer certaines substances psychoactives. Je voudrais voir le monde à l'envers. Il est donc question d'un véritable mal-être. Un état d'esprit qui illustre bien cette vidéo devenue virale sur la toile il y a quelques mois. On y voit Kaden, âgé de 9 ans, en pleurs. Le petit garçon y exprime ses envies suicidaires suite à un harcèlement en raison de son état physiologique. Donnez-moi une corde maintenant, je veux me poignarder le cœur. You don't even do anything. Everything's good. Call me the dumbest kid in the class. Tenter de mettre fin à ses jours, Noah aussi y a pensé. La jeune femme de 20 ans est même passée à l'acte. C'était vraiment le truc de trop et je l'ai dit à personne pendant 4 mois.
Il y a des enfants de mon école qui ont fait un groupe sur Facebook pour me descendre, pour m'insulter, etc. Puis ils l'avaient mis dedans. Puis au début, je voyais que des messages d'insultes, etc. Puis je lisais ça, puis je comprenais pas, je suis un peu tombée des nues, etc. Puis tout d'un coup, j'ai vu le message de mon agresseur. Et c'est ça qui m'a fait craquer. J'ai l'impression que j'allais jamais aller mieux. Je me faisais peur, je me sentais pas à l'hôpital. J'ai comme des envies. Pour les spécialistes du comportement, les pulsions suicidaires sont un appel à l'aide, parfois ignorées ou banalisées par l'entourage. Quand je prends l'exemple de quelqu'un qui banalise la mort c'est rien, c'est des choses qui peuvent venir, ou qui dit par exemple que bon, vaut mieux que je mette fin à ma vie parce que je suis en situation de chômage, je suis inutile, je ne me sens pas utile pour la société, bon, en tout cas, tiens, et tout, voilà. Quand vous commencez par entendre ce genre de discours, il faut commencer par faire très attention à cette personne-là. La sensibilisation s'avère donc la seule solution face au mal, d'où tout l'intérêt de la Journée mondiale de prévention du suicide. Initiée depuis 2003, elle se tient chaque 10 septembre pour fournir un engagement mondial et des actions afin de prévenir le suicide. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. Au Niger, des milliers de personnes se retrouvent sans maison dans la région de Niamey suite à des inondations qui ont fait plus de 60 morts. Aux États-Unis, plus de 1000 étudiants et chercheurs chinois ont été soupçonnés d'espionnage. Pékin a dénoncé une persécution politique après l'annulation par Washington de leur visa. Génial Afouda Mosiaboka. Le bilan s'alourdit au Niger, frappé par des pluies torrentielles depuis le mois de juin. Elles ont occasionné d'importantes inondations, faisant au passage plus de 300 000 sinistrés et 65 décès à Niamey. Autre désagrément causé par les pluies, la destruction de 34 000 maisons et la submersion de 5 768 hectares de culture. C'est une vraie catastrophe. Toutes les maisons en terre sont tombées. Voyez comment les gens évacuent leurs affaires par pirogue. Et les piroguiers, au lieu d'avoir pitié de nous, ils ont fait exploser le tarif de la traversée. Nous avons vraiment besoin d'une assistance d'urgence. J'ai 35 ans et je n'ai jamais vécu une telle catastrophe. En 2012, il y avait eu une crue du fleuve, mais elle n'avait pas revêtu cette ampleur. On n'a jamais vu ça. Jamais. Outre Niamey, plusieurs autres régions ont également été touchées par ces intempéries. Il s'agit de Maradi dans le centre-sud, Tawa et Tillabéri à l'ouest et Dosso dans le sud-ouest. Ce n'est pas la première fois que le Niger se retrouve confronté à une telle situation. Déjà en 2019, les inondations avaient fait 57 morts et plus de 226 000 sinistrés. Le port de Beyrouth est une nouvelle fois le théâtre d'un événement sinistre. 5 semaines seulement après l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale libanaise, le port vient d'être ravagé par un gigantesque incendie. Il s'est déclaré dans un entrepôt, semant la panique au sein de la population libanaise, encore sous le choc de l'explosion survenue le 4 août dernier. Par le biais d'un communiqué, l'armée libanaise a déclaré que l'incendie a touché un entrepôt où sont stockés de l'huile pour moteurs et des roues de voitures. Coup de gueule des autorités chinoises contre les États-Unis. Pékin fustige la révocation de plus de 1000 visas d'étudiants et chercheurs chinois soupçonnés d'espionnage aux États-Unis. Le pays dénonce par ailleurs une persécution politique et une discrimination raciale. Les mesures prises par le gouvernement américain portent atteinte de manière flagrante aux droits et intérêts légitimes des étudiants chinois aux États-Unis. Il s'agit d'une persécution politique et d'une discrimination raciale pure et simple. Elle constitue une grave violation des droits de l'homme de ces étudiants chinois.
Les États-Unis devraient immédiatement cesser d'utiliser toutes sortes de prétextes pour restreindre et supprimer les étudiants chinois aux États-Unis sans raison. Nous soutenons les étudiants chinois qui étudient à l'étranger en préservant leurs droits et intérêts légitimes conformément à la loi. La Chine se réserve le droit de répondre à cette question. La révocation des visas de ressortissants chinois par les États-Unis fait suite à la décision de Washington fin mai d'interdire d'entrer les étudiants ayant des liens avec l'armée chinoise dans un contexte de vive tension avec Pékin et d'accusations d'espionnage. La mesure est entrée dans sa phase d'application le 1er juin dernier. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.